Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Nous allons revenir sur l'actualité qui domine l'Algérie, notamment dans ce contexte, vous le savez maintenant depuis plusieurs mois, entre notamment ces problèmes géostratégiques. Ce sont des questions notamment sur les hydrocarbures. L'hiver arrive, la question du gaz, et aussi c'est une question qui est liée à la diplomatie. Ce soir, avec nos invités longuement, nous allons tout de même parler de diplomatie. Où en est la diplomatie algérienne? On commencera bien évidemment par une partie économique. Voilà ce qu'a dit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment le 1er août, si je ne me trompe pas, en début du mois août. Donc il revenait sur le groupe de BRICS, qui, je le rappelle, comprend notamment les pays au taux de croissance les plus exceptionnels, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà ce qu'il disait. Il avait affirmé que l'Algérie satisfaisait en grande partie aux conditions d'adhésion à ce groupe que je viens de vous citer. Voilà ce qu'il dit. L'adhésion au groupe BRICS est tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie. À la question de savoir si l'Algérie ambitionnait d'adhérer à ce groupe, le président Abdelmadjid Tebboune a rassuré en disant que cela est envisageable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. L'Algérie s'intéresse aux BRICS en ce qu'il constitue une puissance économique. On va y revenir de cette puissance économique, de cette puissance politique. Fin de citation, puisque c'est lié aussi à la diplomatie. On mettra tout ça en parallèle au quotidien des Algériens. Est-ce que ce ne sont que des discours, ou est-ce qu'il y a une réalité sur le terrain, notamment avec cette rentrée scolaire, cette rentrée sociale, avec notamment des prix qui flambent et qui s'enflamment, et les Algériens et les Algériennes ont de plus en plus de mal, en tout cas une grande partie, à subvenir à leurs besoins. Et fin de citation avec donc ce que a dit le président de la République: l'adhésion à ce groupe mettrait l'Algérie, pays pionnier, c'est un mot qu'il a employé, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements entre les deux pôles. Voilà. Et puis dernièrement, notamment dans le cadre de cette réunion avec les Wali, c'était en début de semaine dernière, dimanche, il a affirmé que l'économie nationale commence à se redresser après avoir connu un ralentissement causé notamment par la période pandémique, la Covid-19, en indiquant que la plupart des indicateurs sont aujourd'hui au vert. Il a dit clairement aussi qu'un travail précis est en cours pour augmenter la valeur du dinar, un objectif auparavant annoncé donc par le président Tebboune, qui a souligné que le chemin est bien long pour remédier notamment cette catastrophe économique, mais c'est bien parti pour. Il revient notamment toujours sur cette vingtaine d'années dans le cadre de son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, et il a annoncé clairement, notamment, on l'a entendu, je pourrais aussi vous redonner ces informations puisqu'on en parle depuis le début de cette semaine, que pas mal de problèmes ont été réglés, notamment 82% des problèmes que rencontrent les Algériens en termes de transport, de scolarité, d'eau, d'énergie, notamment dans les zones d'ombre. Et d'ici début 2023, c'est-à-dire dans quelques jours maintenant, puisqu'on est déjà bientôt le 1er octobre, eh bien la plupart de ces problèmes seront réglés en Algérie. On en parle avec nos invités. Le titre de l'émission: Algérie 2 points, puissance économique entre discours et réalité. Point d'interrogation. Sur le plateau avec nous, Youssef Amal Khodja, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à nos invités, à vos invités de Mara Libya et à nos téléspectateurs d'ici et de là-bas. Merci infiniment d'être présent, pour votre fidélité, activiste politique, militant politique, hirakiste. Vous êtes avec nous ce soir. Karim Naïtou Slimane, bonsoir, cher Karim Naïtou Slimane, analyste politique, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Mara Libya qui nous regardent d'Algérie ou un peu partout dans le monde. Via le satellite. Merci d'être là, Karim Naïtou Slimane. Je rappelle que la une va s'afficher sur vos écrans. Vous venez de publier Le voleur de feu, Dib rencontre de Leuze aux éditions Fables Fertiles. Voilà, Le voleur de feu de Karim Naïtou Slimane, qui est d'ores et déjà disponible. Il va sortir là. On en parle, on pourra prendre une minute pour en parler en fin d'émission. Karim Naïtou Slimane, merci d'être là. Et nous avons, il est en Algérie actuellement, à Alger. Hassan Moussi, bonsoir. Chaban, est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Très bien. Par contre, moi, je n'ai pas entendu votre introduction, sincèrement. Il y avait des coupes chez vous. J'ai utilisé mon cellulaire
à l'oreille. En tout cas, bonjour à toi, bonjour à tous les membres d'El Maralibia, tous les travailleurs, bonjour à tous les invités, et puis bonjour au peuple algérien, là où il est. Merci à Hassan Moussi. Donc vous êtes en Algérie actuellement, économiste au Canada et bien évidemment militant politique. Restez avec nous. Première question à vous trois. Karim Naïtou Slimane, je vais commencer avec vous. On va commencer par parler de diplomatie pour essayer bien évidemment d'en arriver à cette situation économique. On parle d'une économie qui se dégrade, en tout cas certains militants, certains analystes. Vous allez nous donner votre avis puisqu'on a encore vu cette semaine et depuis une dizaine de jours, une rentrée scolaire qui se passe de plus en plus difficile, le dinar qui est de plus en plus aussi dans une situation très difficile, et puis on voit aussi certains tarifs qui augmentent, un quotidien difficile. On va parler pour commencer de diplomatie. Karim Naïtou Slimane, comment vous pourriez définir la diplomatie algérienne aujourd'hui? On sort notamment de quelques mois d'une diplomatie très particulière, pour ne citer que cet exemple, notamment avec la France. Ça s'est joué un peu à mi-figue, mi-raisin, à chat et souris, mais on a vu tout de même un président français qui a été accueilli en grande pompe, où apparemment tout va bien dans le meilleur des mondes. Comment vous pourriez dire, on pourrait aussi parler du Maroc entre autres, mais comment cette diplomatie algérienne, comment vous la définissez, où elle se situe selon vous? Écoutez, on voit quand même ces derniers temps qu'on a quand même le ministre des Affaires étrangères qui est très très actif. Il essaye un petit peu si vous voulez, de manier, de jouer sur plusieurs niveaux, en essayant surtout de réunir les contraires avec un positionnement, on va dire, très risqué sur le conflit ukrainien, parce qu'il faut le dire, actuellement dans le monde, la question centrale, c'est le conflit en Ukraine. Et on a cette espèce de guerre froide qui n'est pas tout à fait froide, qui s'est déclenchée depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et avec le retour des deux blocs, le bloc Est et le bloc Ouest, si vous voulez. Et là, on voit que le régime algérien essaye de tirer son épingle du jeu, mais pas de la manière qui sert l'Algérie, mais de la manière qui sert uniquement le régime. C'est-à-dire, le régime algérien essaye maintenant de se positionner de manière à tirer profit de ce conflit pour se légitimer, pour essayer de devenir un petit peu fréquentable à l'international. Parce que, n'oubliez pas, après le Hirak, ce régime a été très, très, très affaibli à l'international. Donc, on sait très bien tous les rapports qui ont été faits, notamment sur la situation des droits de l'homme en Algérie, avec la situation des détenus d'opinion et la répression qu'ont subi les Algériens, notamment pendant les dernières marches du Hirak. L'emprisonnement des journalistes et tout ce qui est des personnalités politiques et tout ça. Donc tout ça avait permis l'image de ce régime à l'international. Mais le conflit en Ukraine est tombé comme une aubaine. Et là, on voit quand même que le régime essaye de tirer profit de cette situation. Donc, tout en gardant des relations privilégiées avec la Russie, il essaye quand même aussi de ne pas trop perdre le bloc ouest, c'est-à-dire les États-Unis. Alors justement, comment vous... Parce que il essaye ce régime sait très bien qu'il est devenu un peu indispensable à l'Europe, indispensable à l'Union européenne tout simplement par les hydrocarbures, notamment par le gaz, la question du gaz. Si jamais et donc, c'est le gaz contre la reconnaissance, contre la légitimité. Voilà ce que je... Alors en parlant de légitimité, on pourra évoquer la légitimité aussi dans un deuxième temps au niveau du peuple, parce qu'effectivement là, vous parlez de force, de puissance, notamment au niveau des hydrocarbures. L'Ukraine, on connaît les relations avec la Chine maintenant depuis plusieurs années, la Russie qui arrive. On a vu tout de même un président français qui a peut-être négocié avec l'Algérie
attention, nous, on aimerait aussi continuer à garder une sorte de présence, pour pas dire une mainmise sur cette France-Afrique, pardon. Mais est-ce que réellement cette période, comme vous l'évoquez, est-ce que la diplomatie algérienne, Abdelmadjid Tebboune, son ministre des Affaires étrangères, est-ce que réellement elle pourra l'utiliser en tant que puissance? Est-ce qu'elle sera réellement présente à ce niveau-là et il n'y aura pas de faille? Non, ce mythe de la puissance est la plus grosse blague de l'année lorsqu'il parle de puissance régionale. La diplomatie, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, la diplomatie algérienne, elle est là parce que, tout simplement, permettez-moi l'expression, elle ne se refuse à personne. C'est un régime qui a toujours servi tout le monde, sauf les Algériens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils donnent quand même, ils essayent de fournir le gaz à l'Europe, l'Italie, l'Espagne, et ils gardent un peu leurs relations, ils essayent de jouer sur ça. Ils essayent de garder toujours leur contrat, même si c'est de plus en plus difficile, leur contrat d'armement avec la Russie. Et ils essayent, comme je vous ai dit, Mais vous parlez effectivement, vous parlez encore 2 minutes, avec vous, on entend Hassan Moussi derrière. Vous parlez justement d'essais, mais l'Algérie est à 50 minutes de Marseille, à 50 minutes de l'Europe, l'Espagne. C'est maintenant que l'Algérie devrait notamment encore jouer son rôle. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est-à-dire malheureusement nous avons une diplomatie qui travaille, qui œuvre pour les intérêts de la caste qui tient le pouvoir, mais pas pour l'Algérie et la nation, parce que moi quand je parle du régime, je fais très attention, je parle de régime, je ne parle pas de l'Algérie, je parle du régime, parce que ce régime-là, non seulement d'un point de vue politique, il n'est pas légitime, n'a pas la légitimité pour représenter l'Algérie, pour l'incarner véritablement. C'est un régime malheureusement qui s'est accaparé le pouvoir et le pouvoir représentatif de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'au lieu de défendre les intérêts de l'Algérie et des Algériens, c'est un régime qui essaye toujours de s'acheter une virginité à l'international. C'est à ça qu'on peut réduire malheureusement la diplomatie algérienne en ce moment. Et sans parler aussi de la guéguerre avec nos voisins marocains. Donc, oui, il y a normalement une opportunité historique. Il y a une opportunité historique pour que l'Algérie émerge comme, entre parenthèses et toute proportion gardée, comme une puissance régionale. Mais pour y arriver, il faut d'abord revenir à l'intérieur à la légitimité populaire, avoir un gouvernement par exemple autour duquel un gouvernement qui rassemble les Algériens. Merci Karim, merci. Qui réprime et qui appauvrit les Algériens. L'Algérie ne peut pas être une grande puissance parce que tout simplement tous les jours les Algériens sont en train de fuir l'Algérie par des barques de fortune. Tant que les Algériens préfèrent mourir en Méditerranée au lieu de rester vivre en Algérie, l'Algérie n'est pas une puissance. Ceux qui disent ça, c'est un mensonge. Ils sont en train de mentir, comme ils sont en train de mentir sur les BRICS et la blague du siècle aussi. On va y revenir à Karim. Karim Naïtou Slimane. Je reviens à vous. On a encore pas mal de temps ensemble. Hassan Moussi, vous avez donc la parole. Karim Naïtou Slimane vient d'évoquer pas mal de points. Et donc je rappelle, comment vous définissez cette diplomatie algérienne en général, mais aussi dans cette période où l'Algérie devrait se positionner en force? Et puis, comme vient de l'évoquer un peu en chute, en conclusion, Karim Naïtou Slimane, qui effectivement nous dit, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être une force quand on est illégitime et quand on a un peuple qui est dans une situation très précaire, avec une économie quand même qui se dégrade, un pouvoir d'achat de plus en plus difficile, en tout cas pour une très grande partie des Algériens? Oui, c'est une bonne question, c'est une longue question. J'ai réussi quand même à écouter une bonne partie de la réponse de notre ami Slimane, que je salue d'ailleurs, et bravo pour son livre. Moi, écoutez, moi je suis en Algérie, je suis au cœur de la région d'Algérie aujourd'hui. Je suis en train de voir de mes propres yeux, d'écouter de mes propres oreilles, de voir la réalité sur le terrain.
je ne vais pas trop zoomer ni trop m'attarder pour dire si l'Algérie est une puissance ou pas, bien que les choses... Vous m'entendez bien, Chaban, hein? Allô? On vous entend très bien, on vous entend très bien. Donc moi je dirais que les choses se font quand même, se font. Je l'avais dit la dernière fois, il y a une anarchie, on patine quelque part, on brouille les cartes. Les cartes sont brouillées à travers le monde. Les cartes aujourd'hui sont brouillées à travers le monde. Il est très très difficile aux plus malins d'entre nous de dire si on avance bien ou on avance mal. Si la diplomatie algérienne effectivement avance bien ou elle avance mal ou elle avance doucement ou vite. Bien que nous sommes en train de voir quand même qu'il y a des acquis. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il y a quand même certaines bonnes choses qui se font. Que l'on dise c'est bon ou c'est pas bon, mais il y a le sommet arabe qui se prépare. Il y a des invitations qui sont lancées. Il y a des accords aux invitations. Il y a le roi du Maroc qui est invité pour dire que on veut peut-être adoucir les choses, revenir à ce que l'on était avant avec le Maroc, peut-être mieux. Il y a l'Algérie qui va adhérer très prochainement au BRICS, le fameux club Brésil, Russie, Inde, Chine, etc. Donc la Russie et la Chine sont en train de l'appuyer pour aller à ce BRICS-là. L'Algérie vient de signer un pacte, un accord avec l'Italie et l'Espagne pour l'augmentation du prix du gaz et les volumes à exporter plus tard. Elle a dégagé quand même une enveloppe conséquente de 40 milliards de dollars pour les investir sur les 5 années à venir en matière. Très bien, Sen Moussi, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Alors justement, vous êtes, vous le dites clairement, vous êtes au pays. Quelle chance, vous êtes en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune vient d'annoncer notamment que 82%, on en parle depuis maintenant plusieurs jours, que 82% de plusieurs problèmes ont été résolus, réglés dans les zones d'ombre. Il nous parle notamment d'eau, etc. D'un point de vue général, en 2-3 minutes, parce qu'en plus c'est important, vous venez d'évoquer des choses plutôt positives. Mais comment se situe aujourd'hui, selon vous, le pays? Comment vivent les Algériens au quotidien? Est-ce que quand on entend un président de la République qui vient d'évoquer un certain nombre de points dont on parle maintenant depuis plusieurs jours, est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Est-ce que les Algériens aujourd'hui... Oui, 92%, moi ça m'étonne. Je suis en Algérie, moi j'essaie de dire vrai. J'essaie d'arranger la chèvre et le chou, de ne pas trop tirer sur l'un ou l'autre. Je dirais tout simplement que avoir réglé 82% des problèmes algériens, moi je dirais que c'est trop et ce n'est pas tout à fait la vérité. Je sais ce que c'est que le marché algérien. Je suis rentré avec des dollars canadiens, mais croyez-moi que c'est très cher. La vie est chère en Algérie. Mais le climat, l'environnement en général, est-ce que vous sentez tout de même que c'est un peuple qui est encadré, qui est accompagné, qui est soutenu dans son quotidien? Parce que quand on écoute depuis maintenant plusieurs semaines le président du Conseil de la Nation, Bourali à l'Assemblée, le président Tebboune, on les voit tout de même plutôt positifs dans le sens où le peuple est accompagné, il est encadré, il y a de l'emploi, il y a des choses qui se font, etc. Vous ressentez, vous, cette atmosphère positive? On lit des décisions, des ordres donnés par le pouvoir, tels que la pression sur les Wali, les licenciements de certains Wali, l'exigence de changement, d'aller vers l'action, le management, le manager et non l'action administrative. On est en train de voir des réformes sur le plan de la fiscalité. On est en train de voir des efforts accomplis par le pouvoir pour aller dans le sens de l'apaisement et faire adhérer un petit peu le peuple, l'aider un petit peu sur le plan du coût de la vie, tout ça. Mais la réalité, pour l'instant du moins, je vous dis, Chaban, c'est des décisions, c'est des ordres qui ont été donnés par-ci, par-là, par le pouvoir et par le gouvernement pour dire qu'il faut actionner, il faut agir, il faut aller vite, il faut régler les problèmes d'Internet. Moi, je suis dans un petit patelin dans la région d'Alger. Je venais d'être branché à Internet haute vitesse. C'est quelque chose de
de bien, de faramineux. Mais encore une fois, le peuple en général, globalement, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas exceptionnellement en Algérie. Les conflits existent partout dans le monde, les problèmes sont partout dans le monde, la cherté de la vie est partout dans le monde. Mais moi, où est-ce que je vois un petit peu la différence par rapport à l'Algérie, c'est que nous avons des atouts, nous avons des possibilités, nous avons du gaz, nous avons du pétrole, nous avons un grand pays, nous avons une bonne jeunesse, nous avons 5 millions d'universitaires formés, nous avons formé 60 000 universitaires étrangers. Alors justement, les constats, c'est bien de les faire un petit peu. Et pour terminer, et puis je reviendrai vers vous, est-ce que tous ces éléments que vous venez d'évoquer, ces richesses, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de diplomatie, de relations, on a Ramzan Lamamra, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui parcourt un peu le monde, effectivement, qui rassemble aussi pour le sommet arabe qui devrait arriver début novembre, mais on en parlera aussi. Est-ce que l'Algérie a la légitimité de réunir les pays, alors qu'à l'intérieur du pays, de notre pays, c'est difficile tout de même de créer une certaine confiance entre le peuple, les partis politiques, les associations, mais on y reviendra. Mais clairement, pour terminer sur ce premier tour de micro avec vous, est-ce que ces acquis, ces richesses que vous venez d'évoquer, est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie algérienne a la possibilité justement de faire preuve de force pour continuer à créer ces richesses, à les mettre en place et à faire preuve de légitimité vers la Russie, la Chine, l'Amérique, l'Espagne, la France, l'Italie, entre autres? Oui. La légitimité n'est pas totale. Ça, je comprends bien. La légitimité n'est pas totale. Par contre, la force de l'Algérie, la capacité de l'Algérie à jouer un rôle important à travers le monde, dans cette planète-là, vu ses capacités, vu sa jeunesse, vu sa position stratégique. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes à 1 heure, nous sommes la porte de l'Europe, nous sommes la fenêtre de l'Afrique, nous avons combien de milliers de kilomètres de côtes, nous avons quand même beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres, nous avons des richesses. Donc la puissance économique de l'Algérie fait que, oui, on peut nous écouter, même si on envoie des gens non légitimes, même si c'est des X ou Y qui se présentent face à Poutine ou face à Macron, légitime ou illégitime, je crois que Macron, Poutine, le président chinois, comment il s'appelle, le premier ministre Trudeau du Canada, va écouter ces gens-là. Parce que l'Algérie a une histoire, l'Algérie a une grande superficie, l'Algérie a quand même de grands paysages. Plusieurs atouts. Je reviens à vous, Hassan Moussi. Avec nous, Youssef Marhodja, d'ailleurs, qui vous a laissé, entre guillemets, intervenir avant lui. Et avec Fair Play, il m'a dit place à nos invités, notamment ceux d'Algérie. Et merci pour ce Fair Play. C'est important de le souligner. Vous avez entendu pas mal de choses. Déjà, d'un point de vue diplomatique, on a tout de même certains ministres, un président qui est bien dans ses bottes, qui donne cette image tout de même rassurante, de confiance, qui annonce des choses au peuple algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que diplomatiquement, en termes de diplomatie, il pourra faire preuve, lui, de puissance, comme ils le disent d'ailleurs, hein. Ils parlent de nation pivot d'ailleurs, hein. En regardant les faits, c'est-à-dire quand on voit, par exemple, ils sont en train d'essayer d'organiser le sommet de la Ligue arabe pour le 1er novembre. Malheureusement, pour le 1er novembre, on voit que déjà il y a eu le retrait de la Syrie. On voit qu'il y a déjà des conflits pour beaucoup de pays arabes ne viendraient qu'à condition que le roi du Maroc soit présent. Donc vous voyez la cacophonie qui est en train de submerger ce régime. C'est important, vous parlez de cacophonie, ça veut dire que dans cette diplomatie, elle n'est pas construite, elle est hiérarchiquement, il n'y a pas d'orientation, on en parlait hier. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'unité, il y a deux têtes. Nous avons vu par exemple le couac qui s'est produit avec la visite de Brahim Rali en Tunisie, sachant que derrière cette visite-là, c'est clair qu'il y a eu quand même un petit coup de main des services algériens. D'autres, le fait que la presse que j'appelle moi-même la Pravdada algérienne,
donc qui continue à insulter le roi du Maroc, alors que récemment on a vu un envoyé spécial de la présidence remettre la lettre d'invitation au roi un petit représentant du palais royal marocain. Il a passé qu'une seule petite heure à Rabat pour rentrer tout de suite en Algérie. Toute cette, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne peut pas appeler ça de la diplomatie professionnelle qui respecte une ligne avec des intérêts, avec une vision d'un État. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie aussi, par exemple, quand on a des centaines de jeunes, de familles, de mamans, de papas, des personnes âgées, des enfants qui prennent le large, donc ce qu'on appelle les haragas. Est-ce que c'est ça aussi la diplomatie? C'est à un moment donné qu'on ait un président algérien peut-être qui prenne contact avec l'Espagne, qui prenne contact avec la France et qui parle enfin de ce sujet. C'est ça aussi la diplomatie. Absolument, idéalement, Chavan. Donc ce point-là malheureusement est complètement oblitéré, mis complètement de côté par tout le régime algérien, bien sûr, n'en parlons pas de la Pravdada, donc ce que j'appelle moi-même la Pravdada. C'est que, revenons sur les grands points et les grandes lignes de ce qui se passe actuellement, par exemple, au niveau géostratégique, c'est vrai que la guerre en Ukraine a redonné de la valeur géostratégique à l'Algérie. Cependant, elle a redonné aussi une sorte de fausse fierté à ces gens, à ce régime algérien, pour un petit moment, parce que tout simplement l'Algérie pourrait couvrir au maximum 10 à 11% des besoins énergétiques de l'Europe de l'Ouest. Ce qu'on oublie, j'aurai peut-être l'occasion de vous dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri des fluctuations des prix, et surtout que nous ne sommes pas l'Algérie que le 7e exportateur d'hydrocarbures au monde. Donc il y a la Norvège qui alimente très bien, par exemple, là vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec le sabotage les trois explosions sur le Nord Stream 1 et 2, mais aussi à signaler, c'était l'après-demain de l'ouverture du Baltic Pipeline qui va directement de la Norvège vers la Pologne. Et bien sûr, comme la Pologne a des capacités de réservoir et de transformation du gaz liquéfié, qui va être aussi, bien sûr, qui va transiter de la Pologne vers l'Allemagne. Est-ce que cette période-là ne serait pas justement pour le pouvoir algérien, pour toutes les personnes qui dirigent tout de même ce pays, alors après, légitime, pas légitime, on vous entend les uns et les autres en parler, mais est-ce que cette période-là, ça serait pas le bon moment pour aller récupérer des richesses, mettre ces richesses à contribution à ce que le pays soit développé pour cette jeunesse? Est-ce que le pouvoir algérien n'a pas tout à gagner maintenant? Merci Chavan, c'est vraiment là la question qui tue. C'est comment augmenter la production des hydrocarbures, notamment du gaz. Sachant que la production algérienne a baissé de 19% comparé à 2011 par exemple. Elle a baissé. Le seul effet sur lequel ce régime est en train de surfer, c'est le fait que les prix ont augmenté d'une façon astronomique par rapport, bien sûr, au risque de guerre et bien sûr, parce que le premier producteur mondial de gaz, qui est la Russie, est en train de faire un embargo sur des pays aussi importants industriels comme l'Allemagne, par exemple. Donc c'est ça qui a fait que il y a nous sommes que des bénéficiaires, enfin c'est ce régime-là qui est bénéficiaire de cette conjoncture économique très particulière. Donc ce n'est pas grâce à ce régime ou grâce à des nouvelles découvertes ou grâce, surtout le plus important, c'est vraiment l'augmentation de la production. Parce que vous pouvez avoir les plus grandes réserves du monde, mais si vous n'arrivez pas à les sortir et à les vendre, c'est comme si vous aviez une mine d'or chez alors vous. Justement, dernière intervention avec vous, avant de donner la parole à Karim Naitou Slimane et Hersen Moussi. Est-ce que vous n'avez pas crainte aujourd'hui, malgré cette aubaine, malgré cette situation malheureuse, j'ai envie de dire, hein, on serait bien passé, bien évidemment, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et puis ces conflits maintenant qui malheureusement sont de plus en plus présents. Mais est-ce que vous n'avez pas crainte, vous, parce que quand on lance des discussions, des réflexions au niveau du pouvoir algérien, des autorités,
des ministres, des personnes qui dirigent, on parle souvent d'incompétence, de manque de savoir-faire, de procrastination, de manque d'orientation peut-être politique, de projet. Est-ce que vous n'avez pas crainte que cette période-là, justement, elle passe à la trappe pour les Algériens, pour le peuple algérien, et que ça ne soit pas fait à bon escient? En effet, c'est un immense risque que nous prenons en étant complètement pieds et mains liés au prix du baril. Au prix du baril qui est aujourd'hui... faisons attention, parce qu'il était à $132 il y a quelques mois de cela, au début de la guerre, mais là, il n'est qu'à $90 le baril. Donc, c'est pas aussi excellent qu'on pourrait le penser. Mais c'est cette dépendance à 97%, c'est-à-dire tous les revenus, ce que vend l'Algérie, 97% des revenus de l'État algérien sont sous forme d'exportation d'hydrocarbures, de gaz à 2/3 et 1/3 pétrole. C'est ça le grand souci. Et quand vous dépendez à 80% de l'alimentaire qui est importé de l'étranger, c'est-à-dire que 80% des calories qui sont consommées en Algérie, et on parle bien sûr de la crise du blé, et bien sûr des céréales, parce qu'il y a des pays, des grands pays comme la Russie, l'Ukraine, qui représentent 25% de la production et de l'exportation du blé au monde, alors que l'Algérie est l'un des premiers consommateurs par tête d'habitant au monde. Et malheureusement, quand on voit la superficie, les terrains, l'eau, les terrains agricoles, etc., c'est vraiment dommage, effectivement, que c'est un pays qui, malheureusement, importe énormément. Karim Naïtou Slimane, toujours avec nous, on va évoquer effectivement maintenant cette puissance économique. On parlait du BRICS tout à l'heure, avec les ambitions plutôt positives et optimistes du président Abdelmadjid Tebboune. J'aimerais avoir votre réaction, juste peut-être pour information. Donc hier, le PDG du groupe Sonatrach, Toufiq Aqal, a affirmé donc hier à Alger qu'il avait été convenu avec 6 partenaires de réviser le prix du gaz naturel algérien, donc qui leur est exporté. Donc les négociations se poursuivent. Et à une question sur la possibilité d'augmenter le volume des exportations du gaz vers le marché espagnol, il a indiqué que la capacité du gazoduc Medgaz, reliant l'Algérie à l'Espagne, estimée à 11 milliards de mètres cubes par an, était exploitée en entier. Et dit-il, je cite, « Nous honorons aujourd'hui nos contrats à 100% avec notamment la partie espagnole ». Karim Naïtou Slimane, comment vous voyez-vous cette période où l'Algérie, en termes de richesse, notamment dans cette situation d'hydrocarbures, où quelque part la situation permettrait à l'Algérie, à ses dirigeants, de pouvoir récupérer des masses financières, de les mettre aussi à bon escient, à développer le pays en termes d'infrastructures. Comment vous voyez cette situation? Est-ce que le pouvoir algérien est en mesure aujourd'hui de maîtriser cette situation qui pourrait lui être favorable? Pas du tout. Le pouvoir algérien, malheureusement, est en train de gaspiller les dernières richesses de l'Algérie. Et là, permettez-moi de balayer certains mythes et certaines croyances parmi... et d'ailleurs, votre invité, Sihsen Moussi, m'a surpris lorsqu'il a parlé de certaines choses. Je le salue d'ailleurs, mais je suis très très étonné lorsqu'il parle, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses positives et tout ça, alors que moi je n'y vois que du négatif. Et commençons par exemple par les hydrocarbures. Le grand mensonge des hydrocarbures. Est-ce que vous savez pourquoi l'Algérie exporte du pétrole? Nous exportons du pétrole parce que nous n'avons pas d'industrie. Voilà pourquoi nous arrivons encore à exporter du pétrole. C'est tout simplement parce qu'en Algérie, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien. C'est un grand mensonge. Si nous avions un tissu industriel réel, productif, nous ne pourrons jamais exporter. Au contraire, nous devrons importer. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est le mythe des potentialités, c'est-à-dire l'Algérie est un grand pays et tout ça. Nous n'avons même pas d'infrastructure. Nous n'avons pas de route, pas de pont, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas de port.
nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons pas d'infrastructure qui nous permet... Alors pour aller plus loin, Karim Naïtou Slimane, pour aller plus loin... Juste un instant, je termine sur quelques points. Troisième mythe, par exemple, 5 millions de diplômés formés. Permettez-moi de le dire, et avec tout le respect, que je dois aux universitaires algériens, nous avons 4 millions de diplômés déformés. La plupart des diplômés des universités algériennes, malheureusement, ne reçoivent pas une véritable formation universitaire conforme aux standards internationaux. Je parle bien des standards de qualité. Voilà, avec tout le respect, il faut déjà apprendre à parler vrai. Il faut qu'on apprenne à parler vrai et sortir des mensonges de ce système, de ce pouvoir qui chante fleurette aux Algériens, mais en réalité, il n'y a rien derrière. Ils n'ont même pas de vision, ils n'ont même pas de projet pour pouvoir concrétiser quoi que ce soit. Même le point de départ, ils ne l'ont pas. Alors, question Karim Naïtou Slimane. D'abord, j'aimerais juste, en 2 petites minutes, que vous puissiez donner un peu plus de détails, parce que vous dites il n'y a pas de port, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'infrastructure. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais il y a tout de même des ports en Algérie, il y a des universités, il y a des hôpitaux, mais j'aimerais, vous allez me donner votre avis et une question aussi précise. Pourquoi est-ce que, à vous entendre les uns et les autres, les économistes, plusieurs personnalités politiques en Algérie, mais pas que, pourquoi apparemment il manque ce projet économique créateur de richesse? C'est ça qui apparemment qui manque en Algérie. Parce que c'est un régime qui n'a pas la volonté de construire l'Algérie. Ce régime est là pour détruire l'Algérie, pour détruire ce qui reste, de l'Algérie. Il faut qu'on dise les choses clairement, il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Le régime est en train de mentir et il est dans son rôle. C'est le rôle de mentir. Parce qu'ils sont en train de voler les richesses de l'Algérie et ils sont en train d'appauvrir les Algériens. Pourquoi les Algériens sont pauvres? Il faut qu'on parle les yeux dans les yeux. Est-ce que les Algériens sont riches? Est-ce que les Algériens vivent bien? Est-ce que les Algériens mangent bien, s'habillent bien, se soignent bien? Est-ce que c'est vrai? Ça n'est pas vrai. Les Algériens sont en train de s'appauvrir de plus en plus. Il y a une pauvreté galopante en Algérie. La classe moyenne a disparu en Algérie. La classe moyenne a disparu. Les cadres algériens ont été déclassés. Nous avons tous les jours des couches entières de la population qui sombre dans la pauvreté. Moi, je vois des vidéos sur Internet. Les parents algériens ne peuvent même pas acheter les affaires scolaires pour leurs enfants. Ils n'arrivent même pas à acheter des cartables pour 2, 3, 4 élèves. Il faut qu'on se dise les choses. Et il faut qu'on sorte aussi. Pourquoi il faut parler vrai? Parce que c'est la première étape pour commencer à parler sérieusement des problèmes de l'Algérie. On parle de potentialité. Oui, nous avons un pays très vaste. Nous avons des richesses naturelles, nous avons le sol, nous avons l'eau, nous avons beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas un projet, s'il n'y a pas une volonté politique derrière, rien ne va bouger. Ceux qui sont en train de faire avec le gaz, ils disent ça comme s'ils sont en train de réaliser je ne sais pas quoi, sur le gaz par exemple. Ils sont en train de brader les richesses de l'Algérie. La matière grise algérienne, les diplômés de l'université, j'ai dit la plupart. Je vous laisse finir là-dessus, Karim. Mais déformés. Mais la minorité qui sort quand même avec un minimum de bagages, excusez-moi, elle part à l'étranger. Les meilleurs cadres algériens maintenant partent à l'étranger. Nous avons vu la dernière fois une saignée dans le corps médical. 1200 médecins d'un coup qui quittent l'Algérie. C'est une problématique, effectivement. Restez avec nous. Les ressources humaines, c'est la matière grise. Donc il faut qu'on parle vrai. Alors, il est avec nous. Projet en Algérie, rien ne tient en place. Ils sont en train, c'est par patriotisme que je suis en train de dire ça. Ils sont en train de détruire l'Algérie. Si par exemple, ils avaient la moindre, je vous assure, si j'avais perçu la moindre volonté positive de leur part, j'aurais été le premier à les applaudir.
Karim Naïtou Slimane, restez avec nous. Hassan Moussi, je vous laisse réagir un peu sur la première question, c'était effectivement est-ce que cette situation qui est malheureuse et dramatique, hein, ce conflit aujourd'hui et qui suscite des interrogations sur les hydrocarbures, le gaz, l'électricité, le pétrole, est-ce que ça serait pas une bonne période bénéfique financière pour que l'Algérie puisse demain voir plus d'infrastructures, que les Algériens puissent vivre autrement et dans de meilleures conditions. Et puis vous pourrez réagir aussi sur ce que vous avez entendu, bien évidemment. Ok, là vous m'entendez, Chab? Oui. Oui. Allez-y. Non, je crois que je vais garder le cellulaire. Oui, c'est mieux, oui. Vous m'entendez mieux? Oui, très très bien. Ok. Très bien. Je commencerai par deux petites critiques positives en direction de mes deux amis qui sont là avec vous et je crois qu'ils n'étaient pas là sur le plateau. Mais respect d'abord. Non, la production de gaz en Algérie n'a pas baissé. Pour mon ami, rappelle-moi son nom. Alors, nous avons Karim Naïtou Slimane et Youssef Amar Khodja. Oui, Aïkouja, c'est ça. Je crois que la production de gaz en Algérie n'a pas baissé. Elle a stagné, légèrement relevé ces dernières années. Vous savez que d'abord, par contre, pour mon ami Aïkouja, je dirais que nous exportons du pétrole, tout simplement du pétrole. C'est pas parce que nous n'avons rien. Non. Là, je suis désolé. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas activer autre chose. Nous avons tout, mais on ne sait pas l'activer. Ou on l'active de manière anarchique. Non, nous avons des usines, nous avons des ports comme tout le monde, nous avons des aéroports. Excuse mon ami je suis à Alger, je le dis. Nous avons pas mal d'usines, pas mal de raffineries, pas mal d'oléoducs, de canalisation. Nous avons Astag Majida, tout un machin souterrain. Oui, alors Sen Moussi, juste, je pousse peut-être un peu la réflexion. Je pense que pour essayer un peu dans un autre sens, effectivement, il y a des infrastructures en Algérie, il y a des ports, il y a des sites touristiques, des universités, des aéroports, mais est-ce qu'ils ne permettent pas, ces infrastructures aujourd'hui, ne permettent pas un certain développement économique? Est-ce qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en faire, par exemple? Chaban, mon ami, nous avions, c'est une réalité, moi j'avais contesté ce chiffre-là à un moment donné, mais j'ai vérifié, c'est vrai, nous avions exporté hors hydrocarbures en 2021 quelque chose comme 4 milliards de dollars. C'est quand même une performance par rapport aux années précédentes, et on aurait pu multiplier ce chiffre par 100. La crise ukrainienne a profité à l'Algérie, effectivement. Mais comment profiter? Moi, je vous dis que l'Algérie a fait rentrer 34 milliards de dollars en 2021, rien que dans les hydrocarbures. Un tiers, c'est du gaz. On prévoit, selon selon le chef du gouvernement, on prévoit une entrée en devise de 58 milliards de dollars pour l'an 2022. Très prochainement, profitons-en. Nous ne souhaitons pas, nous souhaitons la guerre dans aucun pays, mais nous disons que cette guerre a quelque chose malheureusement doit profiter à l'Algérie. Qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? Ça, je ne vous réponds pas à la question, je ne dirai absolument rien. Mais 58 milliards de dollars vont rentrer d'ici le 31 décembre 2022, un tiers venant du gaz. Nous avons des infrastructures. Oui, il y a l'absence de l'État. Il y a une anarchie dans la gestion. Il y a du gaspillage. Il y a des dépenses bêtes. Il y a du gaspillage en Algérie. Ça, je le dis. Il y a des retards. On gère administrativement les choses. C'est une vérité. Alors la suite, parce que le temps passe et j'aimerais quand même revenir à vous après pour un dernier tour d'intervention. La suite, cette période tout de même, elle est pas terminée. Il y a encore des enjeux qui s'annoncent. On a un président russe qui pour l'instant effectivement est en train de prendre des décisions qui prennent des proportions et qui vont jouer un rôle impactant dans le quotidien de plusieurs pays. Est-ce que avec tout de même cet état précaire, on a un peuple quand même qui vit pas mal dans la précarité, en tout cas pour une grande partie. Est-ce que selon vous, dans les mois et les semaines à venir, est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune, ses équipes pourront être à la hauteur pour négocier, vraiment jouir un maximum de cette période, notamment en termes de gaz par exemple? En termes de gaz par exemple, est-ce qu'ils vont être à la hauteur?
Je ne suis pas M. Tebboune pour répondre à la question. Il faut peut-être poser la question à lui, qui nous réponde. Mais moi, ce que je dis, Chaban, je suis en train de voir noir sur blanc de bonnes choses. Mais dans la pratique, je ne dirai absolument rien. Ça reste au conditionnel. Je ne sais pas ce que nous réserve demain. Est-ce que ce pouvoir-là, est-ce que ce gouvernement, est-ce que M. Tebboune est vrai? Ça, il n'y a que Dieu et eux qui le savent. Moi, je sais qu'ils sont bien lancés dans la réforme fiscale, la numérisation, il y a les cartes bancaires qui commencent à naître, il y a des guichets automatiques, il y a quand même, on appelle la diaspora à rentrer, à venir. J'ai crié, j'ai tapé sur la table pour dire ça ne marchait pas quand j'étais au Canada. Je suis rentré normalement, je n'ai pas eu de problème. Je vis, personne ne me provoque, je ne provoque personne, personne ne m'inquiète, je n'inquiète personne. Mais je vois, oui, c'est vrai qu'il y a tout, il y a une anarchie, il y a des prix qui changent d'un magasin à l'autre pour le même produit. Le citoyen moyen n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est une réalité. Je reviens à vous. La misère est en train d'avancer. Pourquoi? Je ne saurais vous dire, mais là où je suis d'accord avec mon ami, avec Slimane, c'est qu'il n'y a peut-être pas la volonté politique, et on a besoin de cette volonté. Pour avancer, je reviens à vous dans un instant. Restez avec nous. Youssef Amar Khodja, une réaction. Donc, j'invite notre frère Hassan Moussi, en tant qu'économiste, de vérifier qu'il y a bien moins 19% par rapport au volume de production par rapport à 2011. Un autre chiffre, s'il veut vérifier aussi, c'est que en 2014, l'Algérie a exporté 195 milliards de dollars. Et là, il a dit lui-même que les prospects sont à peu près de 58 milliards de dollars. Donc, alors que les prix étaient à peu près au même niveau. Parce qu'à ce moment-là, il y avait peut-être le baril était à 110 dollars ou à une centaine de dollars. Donc on est à peu près au niveau des prix sur les mêmes niveaux de prix. Alors comment expliquer qu'en 2014, on a exporté 195 milliards de dollars, alors que maintenant, on est très content d'exporter 58 milliards de dollars. Donc ça, c'est juste un petit rappel chiffré, si bien. Pour notre ami, s'il veut bien vérifier, en tant qu'économiste, bien sûr. Moi, je me suis renseigné, c'est facile à trouver ces renseignements. Donc, quand on revient bien sûr à la situation. Il y a un très grand problème dans la production, et c'est pas seulement moi qui le dis. Donc, vous allez voir qu'il y a des problèmes de vétusté des puits, des problèmes d'entretien des puits, du gaz. Ensuite, quand j'entends par exemple un responsable de la Sonatrach qui nous dit qu'ils sont en train de vendre la part à l'Espagne, alors qu'en même temps, on sait bien qu'ils avaient annoncé que le gazoduc Algérie, Maroc, Espagne est coupé, je me demande comment ils sont en train de vendre ce gaz à l'Espagne. Donc ça, c'est voilà, quand notre ami Karim Aytou Slimane dit qu'il y a quand même beaucoup de mensonges dans ce qui est annoncé comme ça, c'est des effets d'annonce pour un petit peu appâter un petit peu enfler ce petit intérêt qu'a l'Europe de l'Ouest pour notre petite participation de 11% au marché énergétique de l'Europe, parce que ça en représente que 3% sur l'échelle mondiale. Donc voilà ce qui est malheureux, c'est qu'on est en train d'enfler des choses, alors que c'est un piège pour, comme disait notre frère Karim Aytou Slimane, c'est qu'on est complètement addict à une seule production qui est la production des hydrocarbures à 98%. Et on n'investit pas dans d'autres secteurs. Alors rapidement, parce que je voudrais vraiment vous redonner 30 secondes chacun, oui. Ça serait quoi le déclic pour faire en sorte que demain il y a vraiment un projet économique, c'est ce qui manque apparemment, un projet créateur de richesse, qu'on investisse, qu'il y ait un retour sur investissement et puis que les Algériens et les Algériennes puissent vivre d'abord qu'il y ait vraiment confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. C'est-à-dire on revient toujours à la question de la légitimité. Ensuite, qu'il y ait une stabilité politique. Et la stabilité politique, c'est en allant vers vraiment une légitimité. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont représentatifs des choix de la vision, des choix du peuple. Et puis des gens qui sont compétents pour avoir une vision à long terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire profiter de cette manne hydrocarbures pour investir, par exemple, dans l'agriculture, pour investir dans l'hydraulique, pour construire des barrages, pour laisser l'initiative individuelle dans les technologies
technologie, par exemple, aux jeunes, et défiscaliser toutes ces petites entreprises, laisser les gens travailler. C'est ça le plus important. Karim Naïtou Slimane, je vous fais confiance, 30 secondes, le mot de la fin. C'est vrai que ce mot de confiance aussi, il est important entre le pouvoir et le peuple. D'accord. J'aurais vraiment à avoir un peu plus de temps. Je ne peux pas, malheureusement, Karim Naïtou Slimane, je ne pourrais pas. Parce que je ne pourrais pas. Il y a vraiment beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges de la part de ce régime. Et je suis vraiment très triste quand je vois notre frère Hassan Moussi reprendre certains de ces mensonges du régime pour les véhiculer comme ça. Par exemple, lorsqu'on parle, là, il a dit qu'il y a eu 4 milliards d'exportations en Algérie en dehors des hydrocarbures. Je vous rappelle que même Degletno, même les dates cette année, ils n'ont pas réussi à l'exporter. Ça a été réexpédié en Algérie. D'accord? Donc même sur ça, ils ont échoué. Mais on va garder ce chiffre. On va le garder. On va dire qu'il est vrai. On va le prendre. D'accord? Pour que vous voyez ma vision. Donc on a dit 4 milliards de dollars. OK, hors hydrocarbures. Et on a eu 34 milliards d'hydrocarbures. Donc ça fait 38 milliards. D'accord? Allez, on va plafonner. Allez, soyons fous. On va aller jusqu'à 50 milliards de dollars. C'est très bien. Le chiffre d'affaires d'une entreprise chinoise, Huawei, l'année passée, qui a été en baisse de 29% à cause des sanctions américaines, le chiffre d'affaires d'une entreprise chinoise était de 84 milliards. Merci Karim Naïtou Slimane. On aura, malheureusement, on aura le temps vraiment d'y revenir. D'ailleurs, je vous propose de vous recevoir à nouveau la semaine prochaine et notez bien ces éléments. J'aurai le plaisir de vous réinviter. Hassan Moussi, vraiment 30 secondes, pareil, mais on va se retrouver très, très prochainement, s'il vous plaît. Vraiment, je vous donne le mot de la fin rapidement. Non, je comprends rapidement, donc je comprends le souci de mon ami Aïtou Slimane. Je sais que c'est un grand patriote, je le soutiens, je comprends son souci. Il doit comprendre aussi mon analyse, il doit comprendre ce que je veux dire de ces chiffres-là, je les ai vérifiés, je les ai vus ici, j'ai vérifié, j'en ai parlé avec des gens. Donc, j'apprécie aussi la remarque de notre ami, de notre grand ami. Moi, je dirais tout simplement ce qu'il faut faire, parce qu'on a hâte du blablabla. Il faudrait absolument que le peuple, moi j'appelle le peuple, à se conscientiser, à chercher ses droits et ses devoirs. Il faudrait que le peuple algérien comprenne qu'il doit réclamer ses droits et qu'il doit faire ses devoirs. Ça, c'est un deuxième point. Légitimer définitivement les tenants du pouvoir, moi j'appelle le pouvoir algérien, à se légitimer merci officiellement. Et le troisième merci. point, c'est d'ouvrir le champ des débats. On a besoin des débats en Algérie comme cela. Ouvrir le champ des débats, ouvrir les médias, et c'est ce qu'on fait sur El Maralbia. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît, vraiment, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'on aimerait bien que ce régime entende le peuple et qu'il libère. Le premier pas, c'est vraiment pour apaiser la crise politique, c'est de libérer les détenus d'opinion et de créer une opposition, de laisser une opposition pour qu'il y ait vraiment un débat politique au pays, aller vers vraiment la construction des institutions et tout en profitant de la manne hydrocarbures pour investir dans l'avenir du pays, comme on disait, l'hydraulique, l'agriculture et les technologies, à détaxer complètement pour les jeunes et pour les entrepreneurs. Pour les jeunes et futures générations. Merci Youssef. Avant de nous quitter, vous savez, le sport, c'est fédérateur. Il y a le football en Algérie, il y a aussi le handball algérien. Le handball français sont en deuil puisque hier, Ahmed Adjali nous a quittés. C'est un ami, un frère avec qui j'ai évolué, j'ai joué et j'ai grandi international de handball, notamment avec l'équipe nationale algérienne, grand sportif de haut niveau. Sur ces quelques images qui durent pas longtemps, on va se retrouver juste derrière pour se dire au revoir. Déjà avec un énorme plaisir de retrouver la sélection algérienne parce que j'avais pas participé depuis 2 ans déjà. Et là, effectivement, de faire le Maran avec l'équipe d'Algérie, ça a été la 2e fois, mais vraiment une super expérience, hyper enrichissante. Et de jouer, c'est vrai, contre son club, ça fait toujours un petit quelque chose, mais c'est quand même un grand plaisir.
Voilà, Ahmed Adjali, donc algérien, qui est né en Kabylie à Borny. Il avait grandi en région parisienne et je rappelle qu'il a disputé 3 championnats du monde et championnats d'Afrique en 2003-2009 avec l'équipe nationale d'Algérie. Plusieurs titres, notamment en 2007 avec le handball ivrien. Voilà, Ahmed, ce soir on pense au handball algérien, au handball français, mais beaucoup à ta famille. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je t'embrasse bien fort et bien évidemment 28 ans sont déjà passés après l'assassinat du grand chanteur algérien, une voix extraordinaire, Cheb Hasni, voilà, à l'écran. Je vous souhaite merci à mes 3 invités d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine certainement pour un nouveau numéro de Microscope. Prenez soin de vous, bonne soirée. Merci.